On parle beaucoup du coût de la transition écologique, notamment du coût pour les villes. Emmanuel Grégoire, vous en avez d'ailleurs parlé dans votre discours introductif ce matin, d'une façon un peu macroéconomique, comme on le sait depuis la Stern Review de 2006, ça coûtera encore beaucoup plus cher de ne rien faire que d'agir. Mais néanmoins, on a besoin d'argent, bien orienté rapidement, et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Peut-être, on a vu d'ailleurs très récemment encore une étude qui chiffrait les impacts du changement climatique pour les États-Unis. Bon, Trump a dit « je n'y crois pas », mais les faits sont quand même un peu têtus, les chiffres aussi. En tout état de cause, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est à la fois de faire un petit bilan de aujourd'hui combien les villes investissent dans cette transition écologique et quels seraient leurs besoins, et essayer de voir comment combler le gap. Il n'y a pas que le gap des émissions, il y a aussi le gap du nerf de la guerre pour parvenir à les faire baisser. Et donc je me tourne vers vous, Adrien Hainaut, puisque vous êtes, comme j'ai dit, chef de projet du fameux panorama des financements pour le climat, que je vous laisse présenter et que vous faites depuis plusieurs années. Le dernier vient de sortir. Donc dites-nous quels en sont les principaux enseignements, avec un petit focus ville si possible. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parlez bien dans le micro. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement pour I4C, Institute for Climate Economics, qui est un think tank cofondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Nous menons donc depuis plusieurs années une étude qui s'intitule Panorama des financements climat, qui vise à faire ce que vous venez de décrire, un bilan, un état des lieux du caractère du volet économique de la transition énergétique dans le pays. Nous venons de publier notre nouveau panorama hier, donc les résultats viennent d'arriver. C'est tout d'abord pour nous l'occasion de faire un état des lieux. Aujourd'hui, la France et les Français investissent environ 40 milliards d'euros par an pour le climat. C'est un chiffre qui a eu tendance à augmenter ces dernières années, donc c'est plutôt encourageant. Il y a des dépenses d'investissement qui sont faites dans différents domaines, dans l'efficacité énergétique des bâtiments, des industries, dans les énergies renouvelables, les grands projets éoliens et solaires, mais aussi le déploiement de la biomasse dans les logements, des pompes à chaleur, donc des applications plus locales, et dans les infrastructures durables, les infrastructures de transport en commun, les infrastructures ferroviaires. Donc ces trois grands domaines-là représentent l'essentiel des investissements. Il y a aussi des investissements dans l'agriculture, dans d'autres domaines, mais qui représentent des montants plus faibles. Dans notre panorama, on constate également que les besoins d'investissement restent très importants. Au-delà de ces 40 milliards d'euros, il faudrait investir entre 10 et 30 milliards d'euros supplémentaires pour être en phase avec la trajectoire par an, bien sûr. Jusqu'en 2030 Jusqu'en 2030 et même probablement au-delà, pour être en phase avec les objectifs que la France s'est fixés et qu'elle a déclinés dans un document comme la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est une trajectoire qu'il va falloir rattraper et puis maintenir jusqu'en 2030 et probablement au-delà. Et ces besoins donc, se concentrent dans la rénovation des bâtiments, dans les réseaux de chaleur, dans des domaines qui aujourd'hui décollent mais qui ne sont pas encore au niveau où il faudrait qu'ils soient. 10 à 30 milliards d'euros de plus, ça paraît des sommes extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier que les investissements en France, c'est encore beaucoup plus gros que ça, c'est 350 milliards d'euros. Donc on demande pour la transition énergétique des montants qui sont somme toute raisonnables par rapport à l'ensemble de l'économie. Et le montant des aides aux énergies fossiles ? Et voilà, c'est aussi un des constats de notre étude. Il y a encore aujourd'hui plus de 70 milliards d'euros d'investissement annuel dans les énergies fossiles, principalement dans les véhicules et le domaine des transports en général, mais particulièrement les véhicules thermiques, ce qui montre bien que des ressources pour financer la transition, il y en a. C'est d'abord une question de redirection. Alors que font les villes dans ce panorama un petit peu global, puisque là je vous ai parlé de l'économie tout entière. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'échelon des collectivités. Leur financement aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards d'euros par an. Ça concerne des investissements en propre dans leurs bâtiments, leur flotte de véhicules, mais aussi des cofinancements aux ménages, aux bailleurs sociaux, aux entreprises pour les projets du territoire. Et ça se passe aujourd'hui beaucoup dans le secteur des transports et encore essentiellement sous forme de subventions. Les instruments un peu nouveaux sont encore assez marginaux. Je pense qu'on en parlera un petit peu dans cette table ronde.
Et pour atteindre la trajectoire que j'ai mentionnée plus tôt, les collectivités devraient porter cet effort à un niveau compris entre 10 et 15 milliards d'euros, c'est-à-dire entre doubler et tripler leur effort annuel d'investissement et de financement pour être en phase avec cette trajectoire nationale. Ça donne un peu une idée de l'enjeu, de l'ampleur des montants qu'il importe de déployer. Merci pour cette prise de parole et qui nous permet d'avoir un peu le paysage dans lequel se situe la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Peut-être Anne-Catherine Husson, en théorie, de quel type d'instruments disposent les villes aujourd'hui pour financer ce type de projet? Alors, pour compléter ce que disait Adrien et qu'il a très bien évoqué, c'est la question de l'intention environnementale. C'est-à-dire, les villes en soi ne sont pas ce qu'on appelle des investisseurs d'un point de vue privé, bien sûr public, mais en général, elles ne vont pas sur les marchés financiers. La question aujourd'hui clé, c'est que finalement, les montants évoqués sont à la fois beaucoup et pas tant que ça quand on regarde les masses d'argent privé en particulier. Donc la question, c'est jusqu'où et comment on arrive à mobiliser cette masse assez colossale d'argent avec une intention environnementale. Et aujourd'hui, et c'est ce qui a démarré ici à Paris en 2015, à la fois à cause de l'accord de Paris, mais aussi du Climate Finance, c'est l'idée que finalement le changement climatique, il avait d'abord des impacts économiques et financiers. Et que même si on a zéro conviction écologiste, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à l'impact et aux risques de pertes financières qui peuvent être systémiques. Et que donc du coup, on a assisté depuis à un mouvement qui consiste à orienter des flux financiers vers des projets environnementaux. Alors c'est particulièrement vrai pour les énergies renouvelables, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Et je vais en venir aux villes. C'est plus compliqué pour d'autres types d'investissements, parce que quelle est l'intention environnementale? C'est-à-dire, jusqu'où et comment, ça c'est une énergie de transition, jusqu'où tel et tel mode de transport, et on voit bien le débat, par exemple, voiture électrique, voiture thermique. En termes de pollution atmosphérique, il n'y a pas de débat, en termes de pollution tout court, il y a un vrai sujet. Donc il y a énormément de débats autour de ça, et puis surtout ça a transformé, c'est là où je voulais en venir, des financiers entre ceux qui... je viens d'un autre débat où quelqu'un de la BEI expliquait qu'aujourd'hui... Oui, parce qu'il y a les Climate Finance Day en ce moment. Voilà. Et aujourd'hui, il expliquait que finalement, c'est à eux d'aller interroger les projets, les entreprises, etc., pour se dire est-ce que vous êtes bien sur la trajectoire 2 degrés ou pas? Parce que finalement, on n'a pas les données disponibles. Donc on voit bien quels sont les besoins, et en fait, ce qui ferait changement, que ce soit pour les villes ou que ce soit pour les autres investisseurs, c'est d'être en capacité de définir une allocation stratégique d'investissement ou de définir une politique d'investissement en fonction d'objectifs climatiques. Et là, c'est un champ qui s'ouvre, sur lequel travaille mon voisin déjà. Mais enfin, on a beaucoup de travail à faire, en particulier pour les choix méthodologiques et les choix d'investissement qui vont être cohérents avec cet objectif-là. Merci. Emmanuel Grégoire, alors je m'adresse à l'adjoint aux finances, là, puisqu'au premier adjoint. Déjà peut-être un mot sur comment ça se présente, cet aspect financement pour la ville de Paris. Est-ce que vous avez du mal à trouver de l'argent pour financer les projets en lien avec l'écologie, la transition écologique? Et comment est-ce que vous essayez de pallier ces difficultés éventuelles? Et puis ensuite, on parlera plus précisément de Paris Fonds Vert. Vous en parlerez déjà. Pourquoi, comment et avec quelles attentes? Oui, merci Dominique. Alors non, nous n'avons pas de mal à trouver des financements, mais peut-être pas pour les mêmes raisons qu'on l'imagine a priori. La ville de Paris émet des obligations à 85% de son financement et de son stock de dette. C'est de l'émission obligataire, un programme EMTN. Et donc nous émettons des obligations, et donc des investisseurs en fonction de l'attractivité de nos obligations, investissent des sommes. Et s'est posé la question, il y a quelques années maintenant, on a lancé le premier programme en 2015 de Green Bond, comme on dit, d'émettre un Green Bond. J'avoue, et je le dis a posteriori, ma réticence initiale pour ça. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ces Green Bonds repose sur des frameworks assez compliqués, c'est-à-dire sur des cahiers des charges de suivi d'exécution des investissements assez exigeants, et donc moi je voyais un risque en termes de suivi, etc. Et la deuxième raison,
c'est que je pensais que j'allais avoir un malus de taux lié à ça. Et je me suis trompé sur le premier, j'ai eu raison, parce qu'on le savait, mais j'ai eu vraiment tort sur le deuxième. C'est-à-dire que nous avons eu 4 fois la somme, on a levé 350 millions d'euros, on a eu 4 fois la somme par des investisseurs principalement institutionnels, ce sont essentiellement des assureurs, et avec un bonito assez exceptionnel. Et là, 2 éléments de réflexion. Un, ce sont des obligations à maturité, donc qui sont sérieuses, qui sont connues, donc elles sont attractives par nature. Enfin, plus de gens étaient venus. Et ce sont des produits qui sont attractifs pour les portefeuilles des institutionnels. Pourquoi ? On va dire les choses franchement. Il y a une partie de greenwashing, un petit peu. C'est à la mode d'acheter des obligations vertes. Il faut le savoir pour pas ne plus être totalement dupe sur tout ça. C'est bien à ça que sert le fameux suivi lourd dont vous parlez, c'est à éviter que ce soit trop du greenwashing. Alors non, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis du greenwashing, c'est pas que mal le greenwashing. Le greenwashing, ça veut pas dire que c'est pas green. Effectivement, dans l'exécution ensuite, ce sont des dépenses d'investissement dans la transition, etc. Mais qu'est-ce qui fait que pour un investisseur qui demande une sûreté de placement et un taux de rendement, en l'occurrence assez modeste sur des obligations comme les nôtres, qu'est-ce qui fait qu'il achète une obligation verte? Et donc, il y a le mauvais côté, c'est le côté greenwashing. Il faut l'avoir en tête, je le dis, parce que ce ne serait pas sincère de ne pas le dire. Et le deuxième, c'est une dimension plus éthique. Et donc, à ce moment-là, c'est respectable, qui est de dire, quitte à placer de l'argent dans des bons au trésor ou dans des obligations émises par des grands acteurs institutionnels, que ce soit des États, des collectivités territoriales, si en plus je peux avoir et de la visibilité et des garanties sur ce à quoi ça sert, c'est une bonne chose. Et l'autre avantage que ça, c'est un avantage plus interne, c'est qu'il nous oblige, et notamment à l'occasion de la construction des frameworks, d'expliciter ce que nous faisons, de le chiffrer et d'en assurer une forme de transparence d'exécution. C'est-à-dire qu'on dit clairement aux investisseurs, sur les 350 millions d'euros, par exemple, de bonds qu'on va émettre, eh bien, ça va servir à tel type d'opération. Elles sont listées. La rénovation de bâtiments, souvent, des rénovations d'écoles, rénovation de logements. Ça va servir à du financement de transport public. Donc l'acception est assez large, mais nous arrivons à définir précisément les projets. Donc c'est intéressant du point de vue de la méthode interne et intéressant du point de vue financier, puisque l'attractivité de ces produits est vraiment au rendez-vous en ce moment. Est-ce que ça durera? On verra, mais pour l'instant, ce sont des produits très attractifs. Alors peut-être avant de passer à Paris Fonds Vert, vous vouliez réagir, je crois, Anne-Catherine. Oui, juste très rapidement, je ne peux quand même pas vous laisser dire que acheter des green bonds, c'est juste pour du greenwashing. Pour la raison... Non mais greenwashing est quand même un mot péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, on a un problème aujourd'hui sur ce marché-là, c'est qu'il n'y a pas assez de green bonds émises par des corporates, ça c'est sûr, émises par des entreprises, pardon, ça c'est sûr, émises par d'autres collectivités locales. Il y a un vrai grand mouvement international par des collectivités locales. Et pourquoi? Parce qu'à des investisseurs en recherche de capacité à expliquer comment et pourquoi ils financent du vert, ils achètent ce genre de produits parce que, exactement pour les raisons que vous venez de le dire. Mais ceux qui achètent ou qui essaient d'acheter des green bonds, ils ne sont pas en train de s'acheter une virginité, ils sont plutôt en train d'essayer de pouvoir derrière expliquer comment ils ont réellement financé du vert, puisque grâce aux mécaniques complexes des green bonds, ils peuvent dire bah, oui, en fait, c'est moi qui ai aidé à rénover tel bâtiment ou tel autre. Donc le greenwashing, c'est un vernis vert qui, effectivement, est peu lié au green bond, parce que finalement, c'est trop compliqué. Pour juste une couche de vernis, c'est beaucoup trop exigeant, j'allais dire. Merci Anne-Catherine. Ah oui, alors, c'est d'abord quand même vous que j'interroge sur le Paris Fonds Vert. Bon, outre ces émissions obligataires dont vous venez de parler, vous avez décidé de créer un fonds d'investissement, ce qui d'ailleurs, vous allez nous expliquer, ne va pas de soi pour une collectivité. Ça a été suite à un changement de statut de la ville. Quelle était votre idée? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos attentes par rapport à ce fonds? Alors, en fait, l'objectif était double. C'est vraiment Anne Hidalgo qui a souhaité cet outil. C'était à la fois de stimuler la déclinaison territoriale des acteurs économiques en faveur de la transition énergétique, du développement durable, et deuxièmement, de considérer que la ville pouvait être un acteur d'investissement en la matière pour accélérer. Alors là aussi, sans doute des acteurs auraient pu le faire sans nous, mais clairement, on a le sentiment que ça a permis d'accélérer.
Et donc, ce fonds, il est né effectivement, nous sommes la seule collectivité, la seule commune de France à pouvoir avoir un fonds d'investissement, qui est quelque chose de très réglementé et réservé aux régions. Nous, on a réussi à convaincre le législateur que ça pouvait avoir un intérêt de par la taille de la ville et les sujets sur lesquels nous souhaitions travailler. Et donc, c'est un fonds d'investissement qui est géré par une entreprise de gestion Demeter, juste à mes côtés, donc je les laisserai du point de vue opérationnel expliquer comment ça fonctionne, mais je travaille avec eux. Mais l'idée, c'est la ville est actionnaire d'un fonds d'investissement qui a les obligations, au sens autorité des marchés financiers, d'un fonds d'investissement, mais dont l'objectif est double. Un, financer des projets de transition énergétique, de transition modèle de développement, des mobilités, enfin tout ce qui peut concourir à réduire l'empreinte environnementale de l'écosystème. Et deuxièmement, un critère de territorialisation, c'est un critère important, qui est une condition légale pour nous, c'est que nous devons investir avec du coup une évaluation extérieure, peut-être vous en direz un mot, qui doit vérifier que ce que nous finançons peut avoir une déclinaison sur le territoire parisien. Et on a réussi, avec l'aide de Demeter, à lever 150 millions d'euros à peu près. Et nous sommes en train de réfléchir à la finalisation des premiers investissements. Et on considère que c'est un levier qui manquait dans un pays, la France, qui est traditionnellement marqué par un déficit de financement en capital risque, etc. Et donc, comme la ville l'avait fait préalablement en partenariat avec l'ancienne Oseo, pour le financement de l'accélération de start-up. Aujourd'hui, nous avons eu le sentiment que le financement de la transition énergétique, notamment des sociétés de croissance qui avaient besoin de fonds, était un secteur sur lequel il y avait besoin de renforcer les moyens. C'est modeste au regard de la surface du marché du capital risque, du capital investissement, mais c'est une pierre à l'édifice de la transition énergétique avec une déclinaison très opérationnelle pour les Parisiens. La ville a investi combien dans ce fonds? On a mis 15 millions d'euros dans ce fonds. D'accord. Alors Stéphanie Chrétien, effectivement, c'est vous qui, Bonjour. Qui gérez ce fonds pour le Demeter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement comment vous avez répondu en fait à la commande de la ville de Paris? Oui. C'était un appel d'offres, hein, j'imagine. Exactement, donc c'était un appel d'offres. Je vais peut-être juste commencer par présenter Demeter. Donc Demeter, c'est une... Rapidement, donc on est une société de gestion focalisée sur la transition écologique et énergétique. Donc on gère des fonds, 1 milliard d'euros aujourd'hui, et on est vraiment un fonds, une société de gestion spécialisée sur ces secteurs-là. Donc je pense que c'est une des raisons qui a fait que la mairie de Paris nous a choisis, voilà, pour notre expérience, notre réseau, notre expertise sur le sujet. Donc on a aujourd'hui... Vous êtes un des fonds pionniers en France sur cette thématique. Voilà, ça fait plus de 14 ans qu'on est sur ces sujets-là. On a aujourd'hui donc lancé Paris Fonds Vert. Donc on a été chercher des investisseurs, parce que, je le rappelle, le fonds est donc financé en partie par la mairie de Paris pour les 15 millions, plus par d'autres investisseurs publics, donc CDC, BPI, mais on est allé chercher des investisseurs privés. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effet de levier avec des capitaux privés, puisque le fonds est majoritairement financé par des investisseurs privés. Donc, on a comme investisseurs des banques, des assurances. Voilà, on peut citer Aviva, Caisse d'épargne Île-de-France, Crédit Agricole. On a aussi des grands groupes qui ont investi dans Paris Fonds Vert, comme Engie, Suez, Faya pour la construction, et puis des family office. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet porteur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 5 mois, on a déjà réussi à rassembler 100 millions d'euros qu'on va investir sur les sujets de la transition écologique dans les grandes villes et donc pour Paris. Et alors l'aspect territorial dont parlait Emmanuel, ça se traduit comment justement? Alors en fait, ce qu'on fait, et pour rebondir sur ce que disait Anne-Catherine, c'est qu'on va vérifier la bonne allocation des fonds, c'est-à-dire en plus des secteurs d'activité, puisqu'on investit dans les bâtiments durables, dans la mobilité durable, les nouvelles énergies, l'économie circulaire, donc la gestion des déchets, la qualité de l'air. En plus de ça, avant d'investir, on va faire un reporting impact territorial. C'est-à-dire qu'on va mesurer, à l'aide d'un cabinet extérieur, qui s'appelle Carbone 4, qui est également spécialisé. Voilà. Et donc, en fait, on va mesurer l'impact territorial de chaque société avant d'investir
puis chaque année, puis à la clôture du fonds. C'est-à-dire qu'on va vraiment montrer l'impact de Paris Fonds Vert. Parfait, merci pour cette présentation. Je vais peut-être demander à Monsieur Pellizzaro pour la ville de Milan, qu'est-ce que ces enjeux de financement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez besoin de plus d'argent? Est-ce que vous avez des difficultés à en trouver? Et quel type d'outils vous utilisez? Yeah, I'm sorry, I'm speaking in English. Okay, no problem, go ahead. I almost understand everything in French. Est-ce qu'il y There a was une, no translation, but I got I'm- all the point and interesting I'm perspective. sorry, I'm just checking there's a translation somewhere. Il y a de la traduction I prévue? witness. I can speak Plus Italian, personne. if you Okay, prefer. go ahead. Can do it in English. I mean, the city of Milan has long tradition and try to move in the sustainable cities, like say energy transition. It was 2008 when we introduced the congestion charge. A congestion charge is a tax you pay when you drive into the city. That is makes to avoid cars entering the city or to reduce the There are congestion. talks going on here about this kind of But project. it's Milan. I know. But And I think just to say, people, I think, have heard about this kind of solution. But what was the way that the congestion charge was also the co-funding of moving to sustainable. Nowadays, we have 16,000 bike sharing, bikes in different, we have 7 operators of the car sharing. Our public fleet will be completely electric in 2030. This is also because the funding that we got from the congestion charge was not used to pay other issues, but was paid to move to the transition in a more efficient mobility. That's what the French state doesn't do right now. But anyway, I mean, I know that there is some, even the Italian country, even the Italian government at the moment doesn't want, is going back to fossil fuel than going to electric actually. But at the same time, when we look what is the roles of the city and making the transition happen, we have another important tools, are rules. In the new master plan, what we call the territorial governmental plan of the city, there will be strict rules on maintenance. So it's not nearly zero building. We are moving much farther than a nearly zero building. So we are integrating the green roof, the vertical garden, not as an option, as a mandatory standard for every new buildings and for the maintenance. So a way also of funding is using rules and setting and what you can learn, or you can get from the rules, you should reinvest back into the city. So that is one option we have as a city. The other way is basically do what you should do as a city. You were speaking about incubator, startup, circular economy. I'll give you an example that maybe is quite, we are like two city of fashion. This year, Ferragamo, Salvatore Ferragamo, using 30% of his textile produced by orange skin. Orange skin? Orange skin. You use the orange skin and you create out of orange skin textile for fashion, for Ferragamo. That orange fiber startup was funded by the city of Milan because nowadays we are capable to collect 65% of organic waste. And we are looking how the organic waste could become a resources in terms for the economic development and to funding the transition. So one is circularity, one is circular economy, business. The main resources is what you already have it. It's your waste, it's your energy, it's your community, and it's your capability to not be afraid to take some, let's say, not properly political decision will be accepted by people that are going to vote you, but what is important for the future of the city. So the congestion charge was made by Ms. Moratti, that is a conservative person. She takes this decision, and then she lost. Then comes a new mayor, who was a leftist, he was increasing things. He was not re-elected, and there is a new mayor, Mr. Sala. And since next year, all the city of Milan will have a low emission zone. So we cover all the entire territory of the city. And because nobody's afraid what we are going to lose, because it's much important what we earn in terms of health. That is something that is not quantified, you cannot quantify an investment as a return of investment because it's not on our budget, let's say. But that makes the people also aware and they also co-funding your action. We have another example on energy efficiency at the moment. We are supporting the national government, but we also use 24 million euro of our budget to support citizens to retrofit their building. 18 million are for building, 6 million are to change their cars and to move electric.
So we use public money to push that and to scale what is the national investment fund that we have at the local level. And nowadays, national, pure regional, pure local, a citizen in Milan could have 85% of its needs to retrofit this building. This is using properly the public budget, but there is also something important, that we are not anymore absorbing the market as a city, but we are driven the market. Because when we go out with some tender on public retrofitting, there are a lot of players around here, private sector, that are not ready for the energy efficiency or for the new standard. Everybody's always saying, we are ready for the transition, the private, but when you go at the end of the day out there, they are not ready. But it is like a community approach, we're all together, public and private, to look for innovation, because innovation creates a more quality in the life of our community. So every mayor has raised the congestion charge, but they've all lost the elections, if I've understood well. Yes, but everybody had lost, but the new one was not giving up and going back. Was continuous, was the decision of the previous, because that is also give to the business community the proper direction of a city. We are moving electric. This is done. It's 10 years, and doesn't care if you're right or left. This is Milan is moving, it's the community of Milan. So they don't care, and they just take care of the community. I think it's more important. Thank you very much. Laurent Auguste, peut-être vous voulez dire un mot sur l'apport de l'économie circulaire. Je ne sais pas si Veolia recycle déjà de la peau d'orange pour en faire du textile, mais... Malheureusement pas encore, mais je suis très intéressé, je vais suivre, retard, je suis sûr que c'est intéressant. Alors, je vous ai proposé de participer à cette table ronde parce que dans une discussion qui portait plus sur la résilience des villes, sur laquelle Veolia est active depuis de nombreuses années, vous avez évoqué un nouvel outil financier qui pourrait justement être utilisé par les villes pour financer leur transition. Expliquez-nous, parce que je serais incapable de le faire. Mais... Ok, je vais essayer, hein. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. L'outil qu'on est en train de développer et a commencé en fait aux États-Unis est ce qu'on appelle un resilience bond. L'idée de départ, et on le voit, il y a besoin d'innovation en fait pour avoir des solutions qui vont répondre à des besoins nouveaux des villes pour financer les infrastructures ou pour financer ou pour trouver des nouveaux modes de financement de l'exploitation de ces infrastructures, et clairement à la fois la transition énergétique mais aussi les chocs qui sont liés au changement climatique sont tels que les villes ne sont pas préparées, que les outils, les systèmes en place ne sont pas adaptés pour faire face, par exemple, à des coûts tels que les inondations. Donc l'idée est en fait d'utiliser un produit d'assurance pour mettre en place un bond, donc quelque chose qui est peut-être similaire par certains aspects à ce qui a été monté à Paris, pour apporter donc une solution d'assurance, mais aller au-delà pour mettre en place des solutions qui vont réduire les risques et augmenter la résilience. Depuis quelques années, il y a de nouveaux produits qui se sont développés, de produits d'assurance qu'on appelle des cat bonds. Ce sont des bonds liés à des catastrophes et qui sont sur la base de ce qu'on appelle de l'assurance paramétrique. On définit un paramètre et si ce paramètre est atteint, l'assurance est payée. À Paris, si le niveau de la Seine monte au-dessus d'un certain niveau des pieds ou du genou du zouave, voilà. Si on est en dessous, il n'y a pas de couverture d'assurance. Si on est au-dessus, il y a couverture d'assurance. Donc il y a aujourd'hui de l'ordre de 30 milliards de dollars, je crois, qui ont déjà été levés en fait pour ce type de nouvel outil d'assurance. C'est très bien, ça apporte une assurance potentiellement aux villes pour couvrir ces cas extrêmes. Nous considérons que ce n'est pas suffisant parce que ça ne permet pas en fait de réduire les risques, d'augmenter la résilience des villes. Donc l'idée avec les resilience bonds, c'est en fait d'utiliser une partie du capital qui est levé pour ce type de bonds, les 4 bonds, pour réinvestir en fait dans des améliorations de l'infrastructure, du mode de gestion, qui vont en fait permettre de réduire les risques. Ces produits sont assez risqués pour les investisseurs parce que c'est un peu, je dis parfois, c'est la roulette russe. Sur les 3 ans qui viennent, est-ce que le zouave va avoir les genoux dans l'eau ou pas? S'il les a, il perd tout. S'il ne les a pas, ils empochent le retour sur l'investissement plus les primes d'assurance. Donc c'est un petit peu du tout ou rien. Ce que le resilience bond
vont permettre de faire, c'est en fait de réduire le risque que le zouave ait les genoux dans l'eau, et en même temps, donc réduire les risques pour les investisseurs, et donc avoir un outil qui sera plus attractif de ce point de vue-là, et en même temps d'améliorer la situation pour la ville, et donc avoir un bénéfice pour les investisseurs, mais aussi un bénéfice pour la ville, grâce à des fonds nouveaux qui sont levés par cette approche. Donc nous sommes en train de le regarder, par exemple, sur des villes qui ont connu malheureusement des événements pluvieux importants récemment aux États-Unis, à Houston ou à la Nouvelle-Orléans. Parfait. Peut-être une réaction sur ces outils. Est-ce que c'est des outils, est-ce que vous connaissez déjà ce type d'outils? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? On va répondre à deux voix. Enfin, de toute façon, c'est une solution et il faut mobiliser des volumes colossaux pour adapter. Parce qu'en fait, ce qu'on se demandait, c'était est-ce que vous investissez pour remonter le zouave ou c'est quoi le Est-ce que c'est de le projet l'atténuation ou est-ce que c'est de d'infrastructure qui est dessous en Non, fait. c'est bien sûr pas pour remonter le zouave, mais c'est pour s'assurer en fait. Je prends une ville comme la ville de la Nouvelle-Orléans. Qui est inondée très régulièrement. Voilà, les budgets de la ville et les fonds qui sont mobilisables par la ville en direct pour remettre en état le système de pompage, le système de captage des eaux d'orage, clairement ne sont pas au niveau. Sinon, il n'y aurait pas systématiquement les inondations que, donc c'est que l'on ça voit. que vous financez. Absolument. Donc une partie du capital levé est réinjectée dans des actions qui vont permettre de réduire le risque et donc au même moment améliorer l'état en fait des infrastructures. Et donc là, on fait un transfert d'argent privé du système financier vers le besoin des villes. Alors là où ce qu'il vient de décrire, qui n'est pas si complexe que ça en fait, c'est effectivement le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire nos modèles sont à peu près, les modèles les plus utilisés sont massivement faux. C'est-à-dire que dans les modèles d'analyse de risque, dans les modèles d'analyse de stratégie de scénario, est-ce que le zouave va être inondé ou pas, etc., ils sont tous faux. Et tous les calculs de la plupart des modèles d'assurance, évidemment, mais pas que, des modèles financiers, etc., n'intègrent pas l'un des paramètres clés qui est l'impact du changement climatique, la montée des eaux, la raréfaction. Enfin, vous savez tout comme moi de quoi on parle. Et en fait, et c'est là où monsieur a raison de parler de greenwashing, c'est parce qu'on est au pied du mur, là maintenant. Soit on change de modèle vraiment, et ça veut dire recalculer à peu près l'ensemble de ce qui circule aujourd'hui quand même, et de faire de Demeter une sorte d'asset manager de référence, ce qui est sûrement tout à fait intéressant, mais qui n'est pas tout à fait le cas. Elle est d'accord, j'imagine. Mais on est vraiment là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est tout le problème, tout ce qui est fait est considéré comme une niche d'innovation qui se développe. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on lève quand même assez facilement de l'argent avec un projet solide, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait chercher. Mais la vraie question, pour qu'on soit à l'échelle et dans le temps nécessaire, c'est de bouger l'ensemble du mammouth. Et on sait que les mammouths ne se sont pas adaptés au dernier changement climatique parce qu'ils n'ont pas pu bouger, justement. Donc la question, c'est vraiment ça. Et c'est comment, grâce à ce type d'innovation, que ce soit le fonds vert ou ce que vous venez d'écrire, on propose des modèles qui permettent de répondre à « c'est pas possible ». C'est-à-dire, Nicolas Hulot l'a très bien dit la semaine dernière, c'est pas possible, ça arrive tout le temps. Il y a un moment où on commence la conversation, il y a toujours quelqu'un qui dit « ah non, c'est pas possible, on peut pas le faire ». L'avantage de toutes ces initiatives, et quand j'étais membre du groupe d'experts de haut niveau européen, c'était exactement le genre de conversation qu'on avait avec plein d'acteurs qui disaient « c'est pas possible ». Ah bah oui, mais Veolia l'a fait. Ah bah oui, mais la ville de Paris l'a fait. Ah bah oui, mais telle banque exclut les énergies fossiles, etc. Et du coup, on arrive à aller un peu plus loin. Mais on a vraiment une révolution à faire. Et je ne suis pas bien sûre que les financiers soient souvent les premiers révolutionnaires. Donc, il faudra les encourager fortement, évidemment par les entreprises et surtout par les politiques. Si je peux rajouter juste d'un mot, Je vous en prie. l'élément peut-être étonnant sur ce cas-là, c'est qu'en fait, les financiers cherchent des possibilités de diversification de leur investissement et des risques. Et l'intérêt qu'ils voient dans les cat bonds et potentiellement dans les resilience bonds, c'est que c'est décorrélé. Ce risque est décorrélé du risque lié à l'économie. Donc, c'est une possibilité de diversification et il y a un appétit qu'il faut aller chercher. Merci beaucoup. Alors, Adrien Hainaut, peut-être un mot sur les resilience bonds. Et aussi, ça m'intéresserait, alors, officiellement, on est time out, hein, je vous l'annonce quand même. Mais on va quand même prendre
10 petites minutes supplémentaires, parce que là, il me semble qu'on n'en a vraiment pas eu beaucoup. Sur ce qui est à la portée des pouvoirs publics, autres que stricto sensu financiers, qui peuvent quand même favoriser la transition des villes. Alors, sur les resilience bonds, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'Anne-Catherine a bien résumé les questions qu'on se posait quand on. Donc en fait, vous êtes pour tout ce qui est innovant et qui pourrait faire tache d'huile, en tout cas montrer que c'est possible. Ce qu'il faut voir, et là je pense qu'il y a un point intéressant avec il faut prendre un petit peu de recul sur ces instruments, c'est que quand on regarde les investissements, les financements que les collectivités font aujourd'hui, la plupart sont encore financés par des instruments traditionnels, des dotations d'État, des recettes fiscales propres aux collectivités, quelques prêts des banques de la BEI, de la Banque des Territoires, et les instruments financiers innovants qu'on a décrits ici représentent encore plutôt une part modeste des financements. Je dis ça pas pour en diminuer les qualités, parce qu'elles sont tout à fait, voilà, on peut les aborder ici, mais pour voir que dans le plan d'ensemble de financement des collectivités, ça joue quand même un rôle assez marginal, aussi parce que beaucoup de collectivités n'ont pas forcément la taille, le dimensionnement, les critères requis pour entrer sur les marchés d'instruments financiers et proposer d'emprunter dessus, comme on l'a décrit ici. Alors pour faire face aux besoins d'investissement supplémentaires, les collectivités réclament des ressources supplémentaires. On a suivi depuis quelque temps le débat qui porte sur l'affectation d'une partie des ressources de la composante carbone au budget des collectivités pour qu'elles puissent réaliser des investissements. C'en est où ça? Alors ce débat, il est pris aujourd'hui dans une toile d'araignée assez compliquée. Il y a différents morceaux de la toile. Il y a un morceau qui est les collectivités et l'État négocient chaque année leur paquet de ressources par rapport aux ressources fiscales en général, et ce que l'État peut accorder d'une main, il peut le reprendre d'une autre. Donc il y a des va-et-vient en fait. C'est vrai, il fait ça des fois l'État? On va dire, ils réfléchissent, État et collectivités négocient sur un paquet global. Donc quand une ressource entre au bénéfice des collectivités, il se peut que d'autres ressources disparaissent. Donc ça donne déjà un débat compliqué. Ensuite, il y a un autre niveau de la toile qui est toutes ces ressources fiscales, elles créent finalement aussi des incitations pour les collectivités sur leur terrain d'encourager certains projets. Y compris encore des projets carbonés aujourd'hui, parce qu'ils vont rapporter telle ou telle recette fiscale qui est vitale pour la collectivité. Et donc ça peut induire un biais dans la façon dont la collectivité oriente et organise ses projets de territoire. Donc dès qu'on touche aux recettes fiscales ou aux ressources des collectivités, sur la façon dont ça leur est réaffecté, redistribué, il peut y avoir différentes formes d'incitation. Et enfin, aujourd'hui, on voit que ce débat sur la composante carbone, il est pris dans un débat plus général sur la réforme fiscale au global. Et ce qui apparaît derrière finalement toutes ces ressources, c'est que des ressources supplémentaires pour financer la transition, il ne pourra pas y en avoir à l'échelle des besoins d'investissement, et que donc finalement la ressource qu'il faut mobiliser en même temps, c'est la redirection des projets d'investissement qui aujourd'hui sont encore intenses en carbone et ne sont pas alignés avec les trajectoires climat. Et donc là, l'essence de ce message-là, c'est de dire on ne peut pas avoir deux programmes d'investissement, un programme vert d'un côté avec tout ce qu'il faut de réseaux de chaleur et de véhicules bas carbone, et à côté continuer d'entretenir un programme carboné, puisqu'il y aura économiquement et climatiquement pas la place pour ces deux programmes. Donc c'est vraiment un souci de cohérence qui s'impose à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités, entre le fait d'avoir un programme d'investissement vert, mais aussi de réformer et de remettre en place son programme dans les autres thématiques d'investissement. Avant de redonner la parole à Anne-Catherine, j'avais une question pour Emmanuel Grégoire, parce que est-ce que parfois il n'y a pas aussi des situations un peu contradictoires? Par exemple, si on pense au tourisme pour la ville de Paris, qui est certainement une manne financière importante, par ailleurs, le tourisme a quand même un impact, surtout si on raisonne au sens très large, typiquement des déplacements aériens de ces touristes pour venir visiter la capitale française. Donc en fait, c'est un apport d'argent, mais on ne peut vraiment pas dire que ça soit au service de la transition écologique ou de la ville zéro carbone. En tout cas, comment est-ce que vous gérez ce genre de... C'est un paradoxe de l'humanité. Par nature, les activités humaines ne concourent pas à la sobriété environnementale. Une fois qu'on a dit ça, notre travail est précisément d'imaginer toutes les innovations, le partage d'expériences pour en limiter et un jour, si possible, en assurer une forme de neutralité. Sur le tourisme, il pose plein de problèmes. C'est quelque chose auquel on est très attaché, qui est évidemment un des leviers de richesse très importants de Paris, richesse économique, mais surtout richesse symbolique.
parce que la ville n'est finalement pas si intéressée directement en termes de ressources financières. Ce n'est pas un sujet financier pour nous, et encore moins depuis les différentes réformes de la fiscalité. Mais en revanche, c'est vrai que ça oblige à penser, et c'est le cas dans le plan climat que nous avons élaboré, une approche vraiment holistique de ces enjeux-là, dans lequel on dit si mon territoire, sa clé de croissance ou sa clé d'activité, c'est le tourisme. Prenons des villes d'ailleurs qui souffrent d'over-tourisme, comme on dit, de surtourisme de façon plus importante que Paris, de type Dubrovnik, mais même il y a pire, il y a Dubrovnik, Venise. Il est évident que le bilan carbone est désastreux. Parce que c'est essentiellement de l'acheminement par voie aérienne. Et donc, il faut deux éléments. Un, il faudra quand même à un moment donné accélérer, c'est un peu le sens de taxe carbone, de la contribution climat-énergie, c'est-à-dire créer des mécanismes, soit des incitatifs, soit, c'est en réalité en même temps des incitatifs et qui créent des ressources financières pour mener des politiques publiques de compensation. Et le deuxième grand levier, c'est de créer des plateformes de compensation carbone qui soient plus conformes, dans l'esprit tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais il faut en mettre en œuvre qui soient plus conformes à la réalité de l'empreinte environnementale que génère une activité économique. Le contribution climat-énergie, c'est important, je pense que vous en reparlerez demain matin avec France Urbaine, parce que c'est un combat qu'on porte beaucoup et qui est d'une très grande actualité, puisque c'est au cœur de la contestation des Gilets jaunes, cette fameuse augmentation. Donc non seulement nous sommes favorables au maintien de la fiscalité augmentée sur le diesel, de sa convergence, parce qu'il faut créer de la désincitation, ce qui n'empêche pas d'imaginer des mécanismes de compensation redistributifs pour le pouvoir d'achat. Parce que l'idée, c'est de rendre moins incitatif un système dont on sait qu'il tue beaucoup plus, c'est-à-dire toute l'économie du diesel. Ce que nous demandons en revanche, et je pense que ce n'est pas le cœur de la demande des Gilets jaunes, j'en ai conscience, mais c'est quand même un élément de réflexion. C'est une demande que nous portons avec France Urbaine, c'est que les collectivités territoriales, à travers un amendement que nous représentons inlassablement chaque année au projet de loi de finances, que les territoires soient intéressés à ça. Aujourd'hui, ils ne le sont pas du tout, alors que ce sont les premiers investisseurs publics, ce sont ceux qui ont les politiques, les leviers les plus efficaces en matière de transition énergétique. Et donc, si on veut donner un peu de chair, un peu de substance à l'idée que cette augmentation de la fiscalité, elle est dans l'intérêt commun, eh bien, il faudrait qu'on puisse matérialiser à quoi sert cet argent. Et aujourd'hui, tout ça va dans un énorme pot qu'on appelle l'État, et qui, comme chacun le sait depuis Nietzsche, est un monstre froid, auquel on a beaucoup de mal à donner une visibilité en matière de politique publique. Et le dernier sujet sur lequel je voulais l'évoquer, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, en matière d'innovation financière, pour le financement de la transition énergétique, on a évoqué beaucoup le levier du financement. On n'a pas trop évoqué celui de l'achat public et de la gestion déléguée. Or, en la matière, on est en plein moment de grande créativité. Cet après-midi, je préside la commission d'appel d'offres de la ville de Paris. On achète 1,6 milliard par an, donc c'est quand même un puissant levier. Nous allons désigner un attributaire d'un contrat de performance énergétique pour les écoles. C'est un contrat public massif en termes d'investissement. Nous considérons que nous ne sommes pas armés pour rénover nos écoles et faire en sorte qu'elles consomment moins, et donc c'est quelque chose que nous sous-traitons. Et donc il y a plein d'exemples dans ce périmètre de la gestion déléguée, qui doit faire quoi, comment on se rémunère, est-ce que c'est de l'assurantiel, est-ce que c'est du financement plus classique, est-ce que c'est de la délégation de services publics, du marché public. On réfléchit beaucoup à créer un opérateur économique qui serait chargé de la programmation stratégique de l'avitaillement en énergie non carbonée à l'échelle de la métropole. Voilà, on est en pleine effervescence d'idées, etc. Et le champ des innovations en la matière est vraiment extraordinairement puissant. La finance est quand même souvent un levier d'innovation très important, parce que c'est là qu'il y a les moyens, c'est là qu'il y a potentiellement l'accélération. Et en matière de transition énergétique, compte tenu de la subtilité des savoir-faire, des innovations extrêmement rapides qu'on observe, voilà, le champ des possibles est infini, aurait mérité plus de temps, mais on ne peut pas tout évoquer en même temps. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Would you like to add a word about what you've heard yourself? No? You're fine. Je vais peut-être demander aux financiers autour de la table, parce qu'on est pour la deuxième fois time out, là, donc je pense que je ne vais pas réussir à obtenir de répit. Quelles sont vos attentes? Bon, là, on est en plein Climate Finance Day.
peut-être élargir un peu au-delà du Climate Finance Act, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer, qui débloqueraient massivement des fonds pour la transition écologique? Quels sont vos espoirs aux uns aux autres? Brièvement, je suis désolée, hein, mais on me fait signe de tous côtés. Oui, brièvement, je pense que c'est vraiment l'allocation, c'est ce qu'on fait pour Paris Fonds Vert, c'est-à-dire allouer des fonds spécifiquement pour la transition écologique. Je voudrais juste finir sur Paris Fonds Vert. On a aujourd'hui levé 100 millions d'euros, on a un objectif à 150-200 millions d'euros, donc on va encore chercher des investisseurs en France et à l'étranger pour investir dans Paris Fonds Vert. Et puis, on va réaliser nos premiers investissements sur les thématiques mobilité durable, gestion des déchets. Donc, nous, on investit dans des PME, puisque c'est un fonds de croissance, donc des PME qui ont déjà des solutions, qui sont déjà rentables. Donc, je pense que ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il existe déjà des solutions rentables aujourd'hui pour la transition écologique. Et nous, on va les aider à se développer. C'est ce qui est venu nous expliquer aussi Bertrand Piccard ce matin avec beaucoup d'enthousiasme. Anne-Catherine, peut-être un mot sur Climate Finance Act? Juste, effectivement, le slogan du Climate Finance Act, c'est Get Up, Scale Up, ce qui peut se traduire par passer à l'action et changer d'échelle. En fait, pour reboucler, ce qui changera vraiment d'échelle, c'est une des propositions qu'on avait faites au niveau européen qui, à ce stade, est toujours stand-by, qui est non seulement d'avoir un Green Supporting Factor, et ce que vous venez de dire est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, doper les activités vertes, honnêtement, le cadre est là et l'accélération est possible. En revanche, le Brown Penalizing Factor, qui consiste à dire l'activité économique aujourd'hui telle qu'elle est, j'allais dire quels qu'en soient les opérateurs, elle n'est pas dans le bon sens, elle n'est pas du tout alignée comme il faut, alors sur le climat, mais on a plein d'autres sujets. Ça doit être chiffré, quantifié, parce que c'est ça qui fait changer le modèle. C'est-à-dire que si vous avez des données qui, effectivement, vous montrent que le modèle n'est pas résilient à tous les sens du terme et à un horizon qui peut être 5 ou 10 ans, vous n'y allez pas. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui changera la donne. Jusqu'où et comment, ça sera un enjeu de l'élection européenne qui vient, ça serait vraiment important de savoir, au-delà des gilets jaunes, quel est le monde dans lequel on veut vivre. Merci. Si vous voulez conclure, non, c'est bon, ça m'arrange. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci beaucoup à tous et merci à vous pour votre intérêt.